Donc Donc, une demi-heure, on va comme encore toujours. parler de métaphores, mais cette fois-ci, on va essayer peut-être de donner un peu la parole à des joueurs pour vérifier justement si cette métaphore existe, en tout cas dans le sens d'une métaphore ludique ou plutôt d'une métaphore du jeu. J'hésite parfois un peu entre les deux termes. Donc, les définitions de Johan Huizinga dans Homo Ludens et de Roger Caillois dans Les Jeux et les Hommes ont consacré le jeu comme une activité gratuite ou improductive. Parce que le jeu se sépare de la vie courante, il se situe pour Huizinga en dehors du mécanisme de satisfaction immédiate des besoins et des désirs, dit-il. Quant à Caillois, s'il reproche à son prédécesseur d'exclure par la notion de gratuité les paris et les jeux de hasard, il va lui substituer la notion d'improductivité. Je cite, il y a déplacement de propriété mais non production de biens. Alors la nuance est subtile, mais elle lui permet surtout de distinguer le jeu, qui, selon lui, ne crée aucune richesse, aucune œuvre, du travail ou de l'art. Pour Caillois, l'activité ludique n'est donc pas dénuée de tout intérêt matériel, mais elle est l'occasion, dit-il, d'une dépense pure de temps, d'ingéniosité, d'adresse et donc souvent d'argent. Ici encore, le jeu est défini comme un univers réservé, clos, protégé, un espace pur qui s'arrache aux lois confuses et embrouillées de la vie ordinaire. Alors mon travail d'enquête de terrain, réalisé depuis 2007 auprès des joueurs de poker français, m'oblige à repenser d'une part cette prétendue gratuité du jeu, alors même que l'argent est au centre, au cœur de la pratique étudiée, et d'autre part à revisiter les frontières du jeu et de la vie courante. Le développement contemporain des jeux d'argent, notamment en ligne, et en particulier celui du poker, m'invite en effet à déconstruire ces définitions qui, pour citer Jacques Herman, non pas Jacques Henriot, nous empêche de voir que le dedans du jeu ne peut se définir que par et avec le dehors du monde, et inversement que le jeu comme dehors n'est compréhensible que par et avec le dedans du monde, et il ajoute qu'il participe à la même économie. Alors pour entreprendre ce travail de déconstruction, j'ai eu la chance donc de rencontrer l'œuvre de Jacques Henriot au moment où je faisais en fait mes premiers pas sur mon terrain d'enquête. J'étais alors en première année de master en sociologie et je réalisais ma première enquête ethnographique auprès de joueurs de poker en partie privée, c'est-à-dire des joueurs qui jouaient principalement entre amis dans la sphère domestique. J'étais alors frappé par la propension qu'avaient ces joueurs amateurs à utiliser le poker pour parler de toute autre chose que le jeu, de leur vie professionnelle, de leur vie privée et parfois même de leur vie intime. La lecture d'Henriot, mais aussi de la thèse d'Aïdé Silva sur la théorie et la critique littéraire. Pardon? Merci. M'inciter donc à voir, j'aurais dû dire l'excellente thèse d'Aïdé Silva, pour avoir un peu plus de points. M'inciter à voir donc dans cet usage de la métaphore du jeu, un peu plus en tout cas qu'un simple jeu de mots sans conséquence. Alors 2 ans plus tard, je rejoignais le master en sciences du jeu, ancien DESS, qu'avaient fondé Henriot et Gilles Brougère, pour finalement poursuivre mes recherches en doctorat sous la direction de ce dernier. À l'heure de la libéralisation du secteur des jeux d'argent sur Internet, je commençais donc une observation directe des sites de poker en ligne, avant de mener plus spécifiquement une nouvelle enquête ethnographique lors d'un tournoi de poker à grande échelle. Alors ce tournoi, le voici sous sa modalité formelle, on va dire. En partenariat avec un site de poker en ligne, cette sorte de championnat de France de poker fonctionnait sur la base de qualifications gratuites sur Internet, qui elle-même permettait d'accéder à différents tournois live. Donc c'est principalement ceux que j'ai observés, donc des tournois live, c'est-à-dire des tournois réels, organisés à travers les principales villes de France, une quinzaine de villes en l'occurrence. Et ces tournois donc live, ces satellites live, donnaient à leur tour gratuitement accès à une grande finale dans un cercle de jeux parisien. Alors chaque visite sur mon terrain était pour moi l'occasion d'une observation participante de l'équipe d'organisation, d'une observation directe du jeu et d'une série d'entretiens de type ethnographique, réalisés in situ avec les joueurs éliminés du tournoi. Alors à travers cette seconde enquête, je vérifiais d'abord empiriquement la thèse d'Henriot selon laquelle les jeux d'argent étaient non seulement devenus, je cite, de respectables institutions, mais que cette institutionnalisation contribuait à leur expansion. Alors il faut les lire entre les lignes, hein, les passages sur le jeu d'argent chez Jacques Henriot, mais il y en a quelques-uns.
La masse des joueurs présents lors de cette compétition, ils étaient donc 1500 à Paris, 500 à Lille et à Marseille, 200 à Limoges, au Havre ou encore à Saint-Étienne. Cette masse donc justifierait sans doute que l'on parle avec Alain Cotta d'une démocratisation des jeux d'argent. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de cette journée, pour Henriot, l'important n'est pas que le jeu se répande chaque jour davantage, un tel constat étant presque devenu banal à ses yeux. Mais donc ce qui est nouveau et important selon lui, c'est que l'idée même de jeu se trouve prise pour modèle théorique, pour principe explicatif permettant de concevoir et d'interpréter un certain nombre de situations, d'en comprendre le sens et peut-être de les dominer. Donc je crois que vous l'aviez cité, Bernard. Donc ce qu'il nomme l'extension considérable du champ du concept porterait ainsi atteinte à l'un des principaux lieux communs de l'idée de jeu, à savoir son opposition à la vie courante. Je cite, cet envahissement de la vie par le jeu, il met entre parenthèses dont Alain Cotta ne veut retenir qu'un aspect, tend sur bien des points à abattre les barrières, à combler les fossés séparant deux mondes que l'on a longtemps cru étrangers l'un à l'autre. Alors, j'avançais moi-même vers cette constatation chaque fois que, au détour d'une phrase, les joueurs interrogés lors de ce tournoi à grande échelle, donc, filaient à leur tour la métaphore du poker pour évoquer leur vie quotidienne. Alors l'idée de jeu qu'il véhiculait ainsi hors de ses frontières traditionnelles n'était pas celle de la gratuité, mais au contraire celle de la négociation marchande. Alors c'est en tout cas ce que je tenterai de montrer empiriquement à travers cette communication en prenant le cas de deux joueurs interrogés, pour l'un lors du tournoi observé dans le cadre de ma thèse et pour l'autre lors de ma première enquête sur les parties privées de poker. Alors j'ai décidé de réduire mon propos, parce que j'ai tendance à être un peu long, à l'usage d'une seule et même métaphore ludique, portant sur l'achat et la vente d'un canapé. Donc l'objectif sera simplement en fait de lire cette métaphore à la lumière des réflexions du philosophe. Alors dans la première partie de Sous couleur de jouet, Henriot convoque un certain nombre de coupures de presse. Je partage votre avis sur ce passage de Sous couleur de jouet qui me semble être un passage important en tout cas, pour illustrer en fait ces coupures de presse, ce qu'il appelle une homologie de structure. Donc je cite, l'image du jeu a plus qu'une signification d'image, si l'on s'y réfère, c'est parce que la structure est la même dans les deux cas. Dans ce passage, celui-ci, l'auteur commente le traitement par l'hebdomadaire Le Point de la libération de deux otages français au Liban. Le Point écrit, je cite, dans la cynique partie de poker qu'ils ont engagée, les ravisseurs et leurs protecteurs se sont départis de leurs petites cartes, conservant en main les gros atouts que sont Jean-Paul Kaufmann et ses compagnons d'infortune. Novembre 86. Donc là, Henriot reprend la main. La réalité dramatique, c'est-à-dire la libération de deux otages et le maintien en captivité des autres, se trouve rapportée à un référent qui est le jeu, en l'occurrence le jeu de poker. Mais le jeu de poker lui-même a pour référent une réalité concrète, celle des rapports humains fondés sur la négociation, la ruse, le marchandage, dont il se donne ouvertement le symbole. Le jeu joue la vie, rien d'étonnant à ce que, dans certaines circonstances et d'un certain point de vue, je pense qu'il faut insister sur cette parenthèse, la vie joue le jeu. Seule l'homologie de structure permet de comprendre le caractère essentiellement réversible de la métaphore. Donc si Henriot souligne ici cette réversibilité de la métaphore, c'est précisément parce que contrairement à la comparaison qui laisse chaque chose à sa place en s'appuyant sur un comme explicite, dit-il, ou à la métonymie qui prend simplement un mot pour un autre, alors là il se réfère à Lacan, mais Lacan qui parle, je crois, à ce moment-là de métaphore, justement. Donc selon Henriot, la métaphore opère dans les deux sens. Je cite, en un premier temps, on présente le jeu comme une manière d'agir qui mime ou simule quelque chose de réel, puis l'on en vient à penser que le réel lui-même doit se comprendre à partir de l'idée que l'on se fait de ce que c'est que jouer. Dans ce second temps, donc, l'idée de jeu est alors prise pour modèle, elle devient en quelque sorte donc paradigmatique. Ce n'est plus seulement le poker qui joue la vie, c'est aussi la vie qui joue le jeu. Encore faut-il pour ce faire, je cite, que les formes de conduite qui y correspondent aient même structure, dit-il. Que le jeu et la vie soient, pour ainsi dire, donc comparables. En l'occurrence, la métaphore du poker se fonde ici sur la négociation, la ruse, le marchandage. Et sans doute est-ce là la première image à laquelle on pense lorsqu'on se réfère à un jeu d'argent, à ce jeu d'argent en particulier plutôt, un jeu qui se forme autour d'une structure d'enchères monétaires. Alors, je vous propose donc de lire d'abord quelques extraits d'un entretien réalisé à Tours
lors d'une étape live du tournoi de ma seconde enquête. Thibaut est un joueur amateur d'une trentaine d'années qui a accepté de me parler après son élimination du tournoi, vu que j'ai interrogé que des perdants. Il est par ailleurs mécanicien et militaire de carrière. Donc dans ce premier extrait, il m'explique que la pratique du poker lui a servi de leçon en dehors du jeu. Je cite: le poker, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Par exemple, là, quand on discute, ou dans les relations avec les autres. Ça a vraiment renforcé ce truc-là. Parce que c'est un jeu où on est obligé d'aller vers les gens, de savoir comment vont se comporter les gens. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent de cette façon-là. Et en fait, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, quand on a un entretien d'embauche, même quand on va acheter son journal ou une voiture, ou quand on va négocier un canapé, il faut savoir comment pense la personne pour négocier mieux le prix ou l'entretien. Donc j'ai trouvé que le poker, ça aidait vachement dans ce sens-là. Ça améliore, on va dire, les négociations et puis même les relations. Ça enlève un petit peu de barrière aux gens, je crois. Donc à ce moment-là, j'insiste pour qu'il me donne des exemples tirés de sa propre expérience. Bah, j'ai pas d'exemple concret. Enfin, j'ai remarqué que j'étais plus à l'aise pour négocier, mais si, j'ai acheté un canapé récemment. C'est pour ça que je vous parle de canapé. Avant, s'il valait 6 000 euros, je l'aurais acheté 6 000 euros. Là, il en valait 6 000, je l'ai acheté 2 500. Et je pense qu'avant de jouer au poker, j'aurais jamais pu négocier comme ça. Alors je vais pas jusqu'à dire que la vendeuse avait des tels, mais à la façon de se tenir, à l'intonation de sa voix, j'ai senti que le prix qu'elle m'annonçait, elle pouvait largement le descendre. Donc j'ai proposé en dessous. Alors là, elle m'a fait son cinéma, elle est allée voir son soi-disant son patron, pardon. Elle est revenue et finalement ça a duré 3 quarts d'heure, mais je l'ai descendu pour essayer de gagner un petit peu, pour trouver un terrain d'entente et négocier pour que la balle soit dans mon camp. Alors ce que le joueur nomme ici des tels renvoie dans le lexique du poker, cite ici Montmirel, à des indices visuels ou sonores qui révèlent quelque chose sur la hauteur du jeu ou sur l'état d'esprit du joueur qui les émet. En mobilisant ce terme pour décrire une situation qui, a priori, est extérieure au jeu, Thibaut pose presque malgré lui le regard d'un joueur qui chercherait des indices dans l'exis corporel ou la voix de son adversaire. La négociation du prix de ce canapé s'inscrit dans le cadre d'un jeu qui ose à peine dire son nom pour parler comme Jacques Henriot. Pour autant, Thibaut reconnaît que sans cette expérience du poker, il n'aurait jamais pu négocier comme ça. Qu'il a désormais suffisamment confiance en lui pour engager ce jeu du donnant-donnant ou du marchandage dont parle bien Anselm Strauss dans la trame de la négociation. Alors dans ce troisième extrait, Thibaut tente justement de préciser le sens ludique de cette négociation pour finalement la transposer dans sa vie professionnelle. Pour moi, c'est l'aspect qu'on peut retrouver le plus facilement dans la vie de tous les jours. La négociation ou je ne vais pas dire la manipulation parce que c'est un bien grand mot, mais la méthode pour amener à faire penser que son idée est la meilleure. Voilà. C'est pas forcément de la manipulation, mais c'est tourner les choses à son avantage, en remarquant les petits détails. Après, ça se travaille. L'observation, ça se travaille tous les jours. Enfin, si on veut transposer ce que j'ai appris ou découvert au poker dans mon métier, ouais, c'est les relations avec les gens. Plus que les facultés de calcul, de probabilité, de cote, tout ça, je ne m'en sers pas dans la vie de tous les jours. Je suis pas en bourse, je suis pas. Ça ne me sert à rien. Enfin, si, mentalement, je calcule plus vite qu'avant. On voit ici comment la métaphore, enfin du moins je pense, comment la métaphore discrimine un aspect de la réalité qu'elle transpose selon un mouvement double d'abstraction et de maintien, dirait la linguiste Catherine Détry. Ou pour citer Georges Lakoff et Mark Johnson dans leur ouvrage sur les métaphores dans la vie quotidienne, l'essence d'une métaphore est qu'elle permet de comprendre quelque chose et d'en faire l'expérience en termes d'autre chose. Chemin faisant, elle masquera nécessairement d'autres aspects du même concept, disent-ils. Ce que Thibaut retient du poker dans la vie de tous les jours, c'est la négociation et l'observation. Ce qui l'élude, c'est la dimension combinatoire du poker et les facultés de calcul qui l'accompagnent. Non pas que cet aspect ne soit pas pertinent dans sa pratique, puisqu'il reconnaît même en avoir tiré un certain bénéfice, il calcule plus vite qu'avant. Seulement son métier ne semble pouvoir être compris en ces termes. Je ne suis pas en bourse, ajoute-t-il, comme si le métier de trader était structurellement propice à cette autre métaphore. Son métier, donc rappelons qu'il est mécanicien dans l'armée, ne se prête pas non plus à l'idée de manipulation. Alors il lui préfère le terme de négociation, le fait de tourner les choses à son avantage, ce qui pour lui donc repose sur un travail quotidien et minutieux d'observation. Alors ce qui a été étonnant pour moi dans cet entretien, c'est que en fait j'avais déjà entendu cette petite musique quelque part dans un autre entretien que j'avais fait
avec un certain Rodolphe, donc, que j'ai rebaptisé Rodolphe, 4 ans plus tôt lors de ma première enquête sur les parties privées de poker. Alors ce Rodolphe est alors âgé de 27 ans et il appartient à un groupe d'amis convertis depuis peu à la pratique domestique du poker. Dans cet extrait, il me raconte combien le jeu participe de la vie privée de ce groupe jusqu'à révéler certains traits de la personnalité de ses membres. Il y a plein de trucs dans la vie, maintenant qu'on joue au poker, on fait des parallèles. J'ai pas d'exemple en tête précis, mais trop de fois on discute entre nous et on se dit t'avais une paire d'as, tu t'es fait avoir. On parle et on a des images poker dans la vie de tous les jours. On fait trop d'allusions au poker, c'est clair. Il y a trop de parallèles. Il y a des comportements que tu as dans la vie qui sont soit exacerbés, soit que tu es obligé de cacher à la table. Ta manière de jouer au poker, c'est un révélateur de ta manière d'être dans la vie quotidienne. Moi, je suis carré, je vais vivre ma vie normale, pépère. Au poker, je vais jouer de petites mains. Parfois, je fais des écarts, parfois je fais des coups de bluff, mais la plupart du temps, ta manière de jouer au poker, c'est un reflet de ta personnalité. Il y a des similitudes. Alors, ici encore, je demande à mon interlocuteur de me donner des exemples personnels de ces images, allusions, parallèles entre le jeu et sa vie quotidienne. À cette époque, Rodolphe commençait tout juste une carrière de vendeur de canapés dans un magasin. Et en fait, il avait exercé pendant une année dans ce même métier, mais dans des foires et des salons. Donc à l'instar de Thibault, l'exemple qu'il prend est celui de la négociation d'un canapé. Quand je travaillais dans les salons, j'ai appris à aiguiser mon œil et à lire les gens. Alors ce n'était pas pour lire leur jeu, c'était pour lire leurs intentions. Est-ce que j'allais pouvoir leur vendre un canapé ou pas? Et j'ai fait ça pendant 1 an. T'es dans un stand où il y a 20 modèles de canapés différents. À côté, ils vendent des cheminées, juste derrière des cuisines, et tu as des badauds au milieu. Tu vois 3000 personnes par jour dans ton allée qui regardent tes canapes. Tu peux pas t'adresser aux 3000, donc t'es obligé de feinter. Vu que t'es payé qu'à la com, si tu passes une demi-heure avec un couple, alors que finalement ils ne l'achèteront jamais, tu as perdu ton temps et donc de l'argent. T'es obligé de sélectionner les gens sur des critères subjectifs. C'est toi et ta lecture. Et dans le poker, c'est la même chose. Alors, la notion de lecture, ou parfois de lecture psychologique, est très répandue chez les joueurs de poker et s'applique dans une large mesure, en tout cas, à l'observation d'étels de ses adversaires. La métaphore agit alors, en fait, dans cet extrait, comme une image permettant de se figurer la situation en question. Il dit c'est toi et ta lecture. Et en ce sens, il insiste sur l'aspect subjectif de la vente dans un salon. Pour lire l'intention des clients, il faut sélectionner les gens sur des critères subjectifs. La métaphore lui permet de raconter son expérience en des termes que je suis susceptible de comprendre. En s'appuyant sur une certaine connivence, elle vise à mieux se faire comprendre, pour parler encore une fois comme Henriot. Alors j'en profite pour lui demander s'il mobilise cette image dans son travail, cette fois-ci. Autrement dit, s'il y pense le moment venu. Si on passe de la métaphore du jeu au jeu, en quelque sorte. Ouais, disons que le poker, c'est un entraînement. Mais comme au boulot, je ne me sers plus vraiment de cette analyse-là, j'ai un petit peu arrêté de faire des parallèles tout le temps. Alors que dans le salon, c'était constamment. Quand j'étais au poker, j'aiguisais mon œil. C'était un entraînement. Parce que c'était avec mes potes. J'essayais de sentir des trucs, d'exacerber ma sensibilité par rapport à des comportements, des attitudes, des gestes, des mots, des hochements de tête, des clignements d'œil, des tics de la bouche, des mouvements de main. Et ce que j'ai pu apprendre, soit au poker, soit au boulot, je l'ai répercuté sur le poker et sur le boulot. Ce que j'ai pris au poker, ça m'a servi dans mon travail et inversement. Alors pour reprendre Henriot, on voit ici que la pertinence d'une métaphore est liée à la structure de la situation de présence. Ce qui vaut pour la vente, ce qui valait pour la vente dans les salons ne vaut plus dans les magasins. Mais ce qui est peut-être plus surprenant dans cet extrait, c'est la façon dont Rodolphe avoue avoir utilisé le poker comme un entraînement pour son travail. Et inversement, comment son travail lui a servi dans le jeu. Ce que j'ai pu apprendre soit au poker, soit au boulot, je l'ai répercuté sur le poker et sur le boulot et inversement. La réversibilité de la métaphore fonctionnerait plutôt comme une sorte de transfert discursif d'apprentissage. Ça, je le mets. Je prends pas trop de risques non plus, mais j'attends de savoir si ça va passer. Non seulement le joueur a pu penser au jeu dans le cours de sa vie professionnelle, mais il dit s'en être servi pour apprendre son métier. Selon Henriot, je cite, « Si le jeu peut être
apprentissage de la vie, c'est parce qu'il met en mouvement des ressorts du même ordre que ceux auxquels font appel les activités concrètes ou entre guillemets réelles, que l'on rassemble sous le nom un peu vague de vie. À ce titre, l'usage de la métaphore ludique, encore plus là, porterait la trace d'un apprentissage informel. Mais revenons un instant à l'expression même de la métaphore ludique en tant que fait social de langage, pour parler encore une fois comme Henriot. Dans ce dernier extrait, je demande à Rodolphe s'il lui arrive d'utiliser le vocabulaire du poker dans ses relations amicales. Ouais, c'est constamment. Après, des images poker, c'est quand même plus rare. Mais combien de fois on peut dire tapis, je te paye? C'est du tac au tac. Si je te dis tapis, si je dis tapis, il y a obligatoirement un des 4 mecs qui va répondre je te paye, tu perds. C'est tout le temps. Parfois, c'est des jeux. On fait même plus ça en pensant poker. J'ai l'impression que c'est rentré dans nous. C'est transposé, c'est fondu, c'est fusionné. C'est pour ça que j'ai pas d'exemple. On le fait tellement avec des petits riens qu'à la limite, c'en est presque devenu inconscient. Ça nous fait marrer, et puis 2 minutes après, on a complètement oublié qu'on venait de parler de poker. On a utilisé un terme de poker, donc c'est un jeu, alors qu'on n'est pas du tout autour d'une table, qu'on parlait pas du tout de ça, mais ça revient quand même sur le tapis. Alors, ce qui suscite un peu nos rires dans cet extrait, c'est en fait le double entendre du mot tapis au sens donc figuré de l'objet de discussion et au sens second ou ludique du matériel ludique, du matériel de jeu. La métaphore transpose en souriant car elle sait qu'elle joue, écrit Henriot. Mais ce jeu de langage fait de petits riens dépasse largement le simple jeu de mots pour devenir, en tout cas il me semble, une sorte de jeu réflexe presque inconscient qui se fond et fusionne avec les joueurs. C'est rentré dans nous, dit-il, c'est transposé. On retrouve alors chez le joueur une signification analogue à celle que donne Henriot à l'idée de jeu et dont on a beaucoup parlé. Je cite, quand on met en avant l'idée de jeu, on pense à ce changement de plan, à cette transposition qui n'affecte pas seulement les choses telles que les voit le joueur, mais le joueur lui-même tel qu'il se voit. Transposition tout intérieure, donc ajoute là le phénoménologue. C'est le joueur qui par la pensée se déplace, change de position par rapport au monde qui l'entoure et à lui-même, adopte un point de vue différent du point de vue habituel, met les choses en perspective, se métaphorise en quelque sorte. On a pas mal parlé de Colas Duflo, moi je ne veux pas en dire que du bien. Dans Jouer et philosopher, Colas Duflo reproche justement à Henriot de fonder toute analyse sur un simple jeu de mots, pour passer du jeu avec majuscule au jeu, au jeu sans majuscule, au jeu avec majuscule et du jeu à la métaphore du jeu. Il ajoute dans une note en bas de page que, je cite, le linguiste ou le rhétoricien peut-être s'inquiéteront de cet usage du mot métaphore. Lorsque pour Henriot, donc, il cite à ce moment-là Henriot, la moindre parole que l'on prononce, c'est déjà métaphore. Alors, il suffirait peut-être pourtant de relire Lakoff et Johnson pour constater que des linguistes ont depuis longtemps montré, je cite, que notre système conceptuel ordinaire, qui nous sert à penser et à agir, est de nature fondamentalement métaphorique. Ou de lire la thèse d'Aïdé Silva. En suivant Henriot, donc là où Colas Duflo l'abandonne, il s'agit de se demander comment le jeu vient à l'idée du joueur, qu'il soit ou non en jeu. Alors je cite, « Voici un exemple de situation susceptible de fournir matière à un jeu. Une situation de type commercial, tissée de négociations délicates, de procédures complexes que les partenaires élaborent en vue de conclure un contrat. L'acheteur et le vendeur peuvent, l'un et l'autre, chacun de son côté ou d'un commun accord, l'envisager comme une forme de jeu, si l'idée leur vient, s'ils y sont préparés. Ils peuvent tout aussi bien n'y point penser. À ce moment-là, il ne sera pas question de jeu. La définition que je cherche ne porte pas exactement sur la structure de la situation ou de l'objet, mais plutôt sur ce qui fait qu'elle peut, dans certaines conditions, être envisagée sous l'angle du jeu par un sujet préparé à le faire, ce qui la prédispose en quelque sorte à devenir jeu le cas échéant. » Alors contrairement à la définition proposée en 1969 dans le jeu, celle la même que donne Henriot à la 300e et dernière page de ce couleur de jouer, avant-dernière page, introduit donc la notion de procès métaphorique. Elle apparaît ainsi comme un critère décisif de l'idée de jeu, même si pour Henriot, il nous prévient en tout cas cet élément-là, tout procès métaphorique n'est bien évidemment pas un jeu. Je ne reviendrai pas sur l'argumentaire qui justifie dialectiquement l'introduction de cette notion, d'une part pour montrer comment l'idée de jeu se forme en relation avec une époque, un milieu, et d'autre part pour
qualifier la façon dont le jeu vient à l'idée des joueurs, mais disons simplement que par procès métaphorique, Henriot entend cette transposition de sens qui touche à la fois l'objet et le sujet du jeu en question, mais qui, je cite, n'abolit pas la réalité sur laquelle opère son charme. Dans l'exemple cité ici, cette réalité consiste donc en une négociation marchande entre un acheteur et un vendeur. Par-delà la forme de comportement spécifique qu'adopteront les négociants, Henriot nous dit qu'il faut encore que l'idée de jeu leur vienne à l'esprit, qu'ils envisagent la situation sous l'angle d'un jeu, pour qu'il soit effectivement question de jeu. Alors si, imaginons, Thibaut et Rodolphe s'étaient rencontrés dans une foire ou un magasin de canapés, la forme ludique de la situation serait sans doute apparue plus claire encore pour l'observateur ou pour l'un des deux joueurs. Toujours est-il que chacun de son côté, un acheteur et un vendeur ont non seulement eu l'idée de penser cette négociation comme un jeu, mais c'est au même jeu qu'ils pensaient. Ce jeu donc de poker que Cota n'hésite pas à qualifier de, je cite, de roi des jeux d'argent, puisque son attrait et sa pratique font du combat pour le pot une nécessité impérieuse. Alors je ne prends pas cette citation pour dire que c'est le roi des jeux d'argent, mais pour insister sur le fait que l'argent serait au centre du poker, selon Cota. Alors même que les définitions de Huizinga et de Caillois nous incitaient à penser l'argent comme un facteur de corruption du cercle ludique, les différents extraits d'entretien cités lors de cette présentation tendraient plutôt à en faire un vecteur d'extension. En effet, chaque fois que la métaphore du poker opère sur la vie quotidienne des joueurs, qu'elle soit privée ou professionnelle, l'argent n'est jamais bien loin. L'homologie de structure qui existe entre un jeu d'argent tel le poker et une négociation de type marchand ne saurait pourtant suffire pour que ces deux joueurs les rassemblent sous le même terme. Encore faut-il donc que le jeu auquel ils pensent ne soit pas celui de la gratuité ou de l'improductivité, mais plutôt celui qui consiste à tourner les choses à son avantage pour l'un ou à feinter pour l'autre. La métaphore peut alors opérer dans les deux sens et traverser peut-être les frontières du jeu et de la vie courante jusqu'à produire la trace d'un apprentissage dans et par le jeu. Alors, dans ce monde où il est de plus en plus question de jeu, Henriot propose de distinguer 3 niveaux d'extension du concept. Je les cite et je vous les propose plus que je ne vais les utiliser parce que je pense que le temps est fini et que j'ai envie de finir à l'heure. Ah merde, je vais arriver à me mettre en avance. Je cite donc. Au niveau le plus élémentaire, en accord avec une longue histoire, le jeu se trouve pris comme objet de comparaison, image que l'on juge parlante et à laquelle on se réfère de manière plus ou moins ironique ou poétique pour illustrer un thème d'un ordre différent. À un second niveau, je cite, il ne s'agit plus d'une simple comparaison d'une image, mais de la mise au jour d'une problématique qui est exactement du même ordre que celle à laquelle doit faire face un joueur quand il est engagé dans une situation. Et enfin, un niveau supérieur d'élaboration et d'intégration, dit-il, on conçoit que l'idée de jeu n'est plus simplement valeur métaphorique, mais plutôt que sa signification et sa valeur, par essence métaphorique, se révèlent en pleine lumière. On ne se borne plus à comparer la vie sociale à un jeu, on découvre qu'elle est en elle-même un jeu. Alors là, je partage avec Aïdé Silva cette réserve à l'endroit d'un certain ethnocentrisme, je crois que c'est le mot que tu utilises, qui promeut ici l'avènement du paradigme ludique comme un niveau supérieur d'élaboration et d'intégration. Donc pour éviter un peu l'angélisme, je ne crois pas notamment en une évolution générale des mentalités dans le cours de l'histoire, comme il peut le dire, qui irait vers, donc, comme tu le disais tout à l'heure, une plus grande synthèse de l'idée de jeu, quelles que soient les langues et les cultures. Mais Henriot le reconnaît volontiers, c'est là que je pense il est quand même lucide sur ces questions-là. Je cite, l'exégèse du lieu commun, comme le lieu commun lui-même, occupe une place exactement définie dans l'orbe du parler. Aussi son œuvre participe-t-elle sans doute d'une rhétorique du progrès qu'il s'agit de resituer, comme il nous y invite dans le texte immense et lacunaire qu'auront à déchiffrer les historiens de demain. Pour autant, il me semble quand même que retranché de ces accents peut-être ethnocentriques, cette graduation de la métaphore selon son degré d'intégration dans la vie sociale, qu'on pourrait placer cette fois-ci sur un plan horizontal plutôt que vertical, pourrait bien se révéler pertinente pour qui cherche à mettre au jour à la suite du philosophe
le temps des nouveaux joueurs. Merci. Merci.